Je vais commencer par une petite introduction en vous présentant un petit peu. Vous me reprenez si certaines choses sont fausses, ne correspondent pas. Bon, je suis allée chercher quand même mes renseignements dans des endroits bien autorisés. Donc vous êtes homme de théâtre, romancier. Je ne donnerai pas votre âge, monsieur Julien. Je n'ai pas encore le droit d'être piqué, Ça donne une idée. mais ça va venir bientôt. Vous êtes acteur, metteur en scène. Oui. D'après mes sources, vous avez mis en scène plus de 150 spectacles. J'en ai joué plus de 150. En mise en scène, je dois en avoir 5 ou 6 parce que je le fais uniquement quand c'est nécessaire. C'est-à-dire quand je crois qu'une pièce est utile et nécessaire, je la mets en scène. La dernière que j'ai mis en scène, c'était moi qui l'avais écrite. Donc je mets en scène, je décore et je dirige et j'essaie de jouer dedans en général. Voilà. C'est pourquoi j'ai pas fait beaucoup de mise en scène dans ma carrière. Mes sources me disaient également que vous aviez fait de nombreux enregistrements radiophoniques. Oui, depuis 74. Ça donne aussi un indice sur mon âge. On a dit qu'on n'allait pas parler d'âge. Et donc, oui, j'ai travaillé à la radio suisse. C'était encore l'époque où il y avait les dramatiques radiophoniques, les pièces policières radiophoniques et tout ça. Et je faisais partie de ce groupe de personnes qui travaillaient régulièrement. Tout ça a été balayé. J'ai commencé en monophonie, c'est vrai, et puis je suis passé à la stéréo, puis ensuite tout le service dramatique a été supprimé. Et j'ai fait beaucoup de lectures de textes pour des émissions littéraires ou des choses comme ça. D'accord. Vous serez très indulgent par rapport à nos lectures. Oui, non, c'est toujours un peu difficile. Hein, oui. C'est un exercice très particulier. En direct, c'est toujours un peu à la hussarde. Et de très forts liens avec le cinéma aussi. Oui, mais comme toujours en Suisse, le nombre de films tournés est moindre qu'en France, et quand on n'habite pas Paris, c'est un peu plus difficile. Mais j'ai fait une dizaine de films, oui, ce qui est honorable, sans plus. Très honorable. Et ce roman, Sam, qui est, je crois, le premier C'est la première fois que je fais un roman. Que vous écrivez. En fait, j'ai commencé à écrire tard. Je me suis consacré, je pense, au théâtre, surtout par goût de la langue, et parce qu'il était plus facile pour moi de la dire que de l'écrire. J'ai longtemps été considéré dans mon enfance et mon adolescence comme dysorthographique et dyslexique. Et donc j'avais le goût de la langue, de la belle langue, bien dite, bien écrite. J'aimais beaucoup lire, mes parents m'ont amené très vite à lire beaucoup. Mais j'avais honte de mon orthographe. Et donc ma syntaxe, ça allait, la grammaire c'était lamentable et l'orthographe c'était pas bien. Donc j'ai choisi de dire les classiques et de faire ce métier d'acteur, de transmettre les textes oralement plutôt que par écrit. Et puis vers 40 ans, tout d'un coup, suite à un pari, je me suis mis à écrire et j'ai enfin compris, bon, peut-être le rythme helvétique fait qu'on travaille un peu plus lentement, j'ai enfin compris tout ce qu'il y avait de délicieux, de drôle et d'agréable à travailler la langue française, dans ses exceptions, comme dans ses archaïsmes délicieux, comme le subjonctif imparfait, qui est tombé en désuétude, qui était déjà démodé au 19e, mais qui est une belle chose. Et voilà, j'ai compris qu'il s'agissait d'un magnifique mécano, d'un jeu de construction splendide et qu'on pouvait patauger dedans en s'amusant vraiment. Et donc ça m'a réouvert plutôt le monde de l'écriture, que j'avais quitté à l'adolescence, alors que j'aimais beaucoup écrire des petits récits que je publiais dans un journal de classe. Et puis les professeurs étaient peu enthousiastes et assez goguenards par rapport à mon français. Donc j'avais trouvé plus expédient de ne plus écrire du tout. Et puis c'est revenu plus tard. Et voilà.
Et raison du fait qu'il y a donc un livre de 13 nouvelles, puis 15 nouvelles, donc le même livre augmenté en poche. Il y a une pièce de théâtre et ce roman, pour le moment. et c'est vrai que ce retour à l'écriture est, à mon avis, mais là ça va rester vraiment un avis très subjectif, un retour très réussi, puisque comme le disait Lilian tout à l'heure, c'est vrai que c'est un livre qu'on a beaucoup apprécié. J'espère qu'on va vous donner aussi envie de le découvrir. Je vais vous faire un petit résumé, un petit synopsis de l'histoire. Donc le roman se situe au tout début du XXe siècle. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sam, qui vit dans le domaine familial avec son papa, qui perd à un très jeune âge sa maman, et qui du coup va continuer à partager sa vie avec un père qui va sombrer petit à petit dans la mélancolie, dans la brutalité, et qui ne trouve d'échappatoire que dans l'alcool, qui ne supporte pas cette vie seule avec son fils. Sam a une particularité, il perd sa maman à l'âge où il commence à parler, et le jour où il perd sa maman, il perd la parole. Et on va le suivre tout au fil de sa vie, à travers sa découverte du monde, un monde très cruel, un monde très dur pour lui, parce qu'il est différent, parce qu'il parle peu, parce qu'il est considéré comme le crétin du village, l'imbécile pas toujours heureux. Et c'est un personnage, ce petit Sam, qui est totalement indifférent aux émotions. La vie passe sur lui sans laisser quasiment aucune trace, et qui ne se plaint pas, qui est toujours dans la réaction, qui attrape les problèmes à bras le corps, et qui va réagir face aux problèmes. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, dans ce roman, c'est que finalement rien n'est dit. Tout est suggéré. On se trouve confronté à ce personnage à qui on peut très difficilement donner un âge. C'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal à savoir à quel âge avait Sam au début du roman et quel âge avait Sam à la fin du roman. On suit son évolution. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix de perdre un petit peu le lecteur par rapport à l'âge du personnage et à toute cette évolution ? Un des moteurs de l'écriture de ce texte, c'est mon fils, qui est donc en couverture du roman. Il a 14 ans, mon fils, à ce moment-là, sur cette photographie, et il est autiste. Et il est mutique, et dans les difficultés de rapport qui sont apparues progressivement, le fait de mal communiquer ou d'avoir des problèmes ou de trouver des méthodes de communication alternatives pour entrer en contact avec mon fils m'ont beaucoup intrigué. Donc je me suis intéressé à ce qu'était cette maladie, et j'ai trouvé 2 ou 3 choses qui m'ont étonné et qui m'ont donné envie d'écrire et de donner à ce personnage de Sam quelques caractéristiques propres à ses pathologies. D'une part, le côté mutique, la difficulté à exprimer les sentiments est donc un des traits pathologiques classiques de l'autisme. La difficulté à exprimer des désirs ou des refus est également un des traits pathologiques. Tout le rapport social est extrêmement embarrassé en général. Et en cherchant, comme tous les parents de ce type d'enfant, en cherchant des renseignements, je suis tombé sur Internet sur un autiste noir américain, qui est maintenant un adulte, et qui a le don photographique du dessin, c'est-à-dire que ce qu'il voit, il le reproduit à l'identique en dessinant sur des vastes feuilles en papier. Entre autres,
On lui a fait faire le tour de Manhattan en hélicoptère et il a fait un plan volume avec quasiment aucune erreur. Et moi, ce que j'ai vu de lui, c'est il dessine une petite fenêtre, puis ensuite autour, il dessine Saint-Pierre de Rome, donc le Vatican, puis les colonnes de la place Saint-Pierre, puis ensuite tout Rome. Et c'est sur un papier qui doit faire 8 à 10 mètres de long sur 2 à 3 mètres de haut. Et il fait un dessin panoramique de ce qu'on voit euh, quand on est un peu en dessus de Saint-Pierre de Rome. Et il n'y a pas d'erreur. Et c'est photographique. Et je me suis dit qu'un enfant qui avait ce don-là, au début du XXe siècle, était forcément une sorte de monstre ou de personnage incompréhensible, d'autant que dans les campagnes, ces enfants-là n'étaient pas pris en charge comme ils le sont, ou ils l'ont été par la suite, ou comme ils le sont maintenant, et c'était forcément l'idiot du village, c'était forcément des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. Quand c'est pas pire, quand il n'y avait pas des amusements ou des voies de fait sur l'idiot du village. J'avais une légende familiale autour de la paysannerie vaudoise, son alcoolisme, les chutes des familles, les maisons vendues à perte. Et donc j'avais envie de faire une série de nouvelles sur ce thème-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus intéressant de prendre ce thème de la vie paysanne du début du XXe comme décor d'une histoire plus intime et plus solide, en fait, plus romanesque. Romanesque. Alors du coup, je reviens sur ce sujet de la communication. Ce qui m'a beaucoup marqué dans le roman, c'est qu'on a vraiment pour moi deux grandes parties dans la vie du personnage, dans la vie de Sam. C'est toute une partie du roman où il va être vraiment dans le silence et une partie où on va passer à la parole finalement, puisqu'il va y avoir à un moment le passage à la parole. Je vais me permettre, et c'est là que je vous demande d'être vraiment très gentil avec moi, je vais me permettre de lire quelques extraits. Donc un extrait autour du silence et un extrait autour de la parole. Ta maman, elle, était petite et vive. Elle semblait heureuse avant sa disparition. Elle est morte à la tâche, comme on a dit. Ils ont parlé de faiblesse des poumons, d'une mauvaise santé. Mais toi, petit, tu as bien vu qu'elle était grosse et qu'elle s'était usée au travail. Et tu as pensé que tu ne voulais pas de ce frère qu'elle portait, ni de cette vie-là qu'elle avait. Tu as été en quelque sorte exaucé. Avant, tu n'étais déjà pas bavard, et après, tu ne le fus plus du tout. Quoi dire à ton père ou à Dieu dans une telle déconfiture? Elle s'appelait Hélène, et s'est toujours levée à 5 heures du matin pour faire le café au lait des autres, allumer la cuisine, surveiller la servante un peu moins matinale, faire griller le lard et les patates, lever l'enfant, le laver, le nourrir, l'habiller, l'élever, accommoder le repas midi, le mitonner après avoir fait arranger les lits et préparer la collation de 9 heures, et chercher la viande, le fromage et le pain, et faire servir à table et aider à la vaisselle pendant la sieste de l'homme, et fabriquer d'autres enfants à son réveil. Les après-midi, aussi chargés que leur matin, le jardin, la cueillette et toutes ces choses qui tuent, journée après journée, toute la beauté et la vigueur d'une gamine de 18 ans pour la transformer d'abord en femme faite et puis en paysanne et en maîtresse de maison. Il n'y a pas eu de seconde naissance. Ta mère est morte et le bébé avec. Tu avais à peine commencé à parler. D'abord aux auges, muet avec ton père, puis tous les deux rejoints par une femme de charge silencieuse et sans douceur qui apparaît en milieu de matinée et disparaît en fin d'après-midi, tu t'es réfugié dans ton propre silence. Et je trouve que là, on a vraiment une très belle définition de ce qu'est Sam à ce moment-là, qui, pas forcément qui perd pied, mais qui se réfugie dans le silence. Sam aussi, il est porteur d'un regard assez objectif sur la société de son époque et sur le statut de toutes les mères de famille à ce moment-là. Et de la difficulté qu'il y a entre les accouchements et
les fièvres puerpérales ou les maladies liées aux poumons comme la tuberculose et tout ça, qui font qu'on demandait en fait beaucoup aux femmes de paysans ou même de... Je veux dire, la consommation des femmes au début du siècle au niveau de la paysannerie, c'est énorme. Et donc mon personnage, il a cette absence de jugement ou de naïveté qui lui permet de dire les choses telles qu'il les perçoit, sans jugement, mais sans complaisance non plus. C'est-à-dire que ça a été vite un personnage qui a pris une indépendance forte par rapport aux propos du roman et d'abord je le tenais par la main, mais après c'est lui qui me guidait un peu dans l'écriture. Voilà. Et puis on a un moment dans le roman, alors moi je pense avoir trouvé cet élément déclencheur qui va faire passer Sam du mutisme et d'une observation très éloignée du monde qui l'entoure à une perception un petit peu plus profonde et surtout qui va le faire arriver à la parole. Je vais vous relire encore un petit extrait. Et puis, je vais vous demander après si vous êtes d'accord par rapport à ce choix d'éléments déclencheurs. Le choix a un prénom en plus dans l'histoire, il s'appelle Philomène. En haut, dans la pénombre du couloir, tu précèdes le pas léger de Philomène, jusqu'à ce que vos mains se touchent et qu'elles te conduisent dans une chambre au volet mi-clos que tu ne connais pas. Le battant de la porte refermée dans son dos, dans le silence troublé de vos seules respirations, tu te retournes pour regarder cette fille qui, les mains jointes sur sa robe bleue, semble t'attendre, appuyée au chambranle. Tu souris parce que tu viens de deviner que ta vie entière, tu te souviendras de cet instant. Enfin, Philomène t'effleure la joue du revers de sa main et te dit des mots aussi doux que le sucre des gâteaux abandonnés au notaire. « Ay, mamita, eres lindo. Eres muy lindo, eres guapissimo. » Un vertige t'étourdit, et ton cartable, tombé ouvert sur le sol, éparpille son contenu de feuilles et de feuillets. Tu ne saurais dire quel âge peut avoir cette fille, dressée svelte devant toi, bien droite dans sa robe de coton bleu. Si elle n'est plus une adolescente, elle en conserve l'apparence et la candeur. Peut-être a-t-elle 20 ans. Tu viens de t'apercevoir qu'elle ne porte plus ni bonnet ni tablier et tu ne sais pas quand ni comment elle s'en est débarrassée. Sans que tu n'y puisses rien, ton corps novice se met à trembler. Devant toi se présente un monde inconnu que tu ne peux t'empêcher de désirer. Sous toi, tes genoux manquent et derrière toi, tes mains s'écartent à la recherche vaine d'un impossible appui. Tu vas, tu le pressens, laisser là d'un seul coup ton enfance. Philomène te murmure des mots incompréhensibles et splendides. No tienes por qué temblar, pobre gatito. No tiembres, eres lindo. Yo te quiero mucho, me gustas. Elle ajoute avec ces mots nappés d'un accent de miel que tu ne dois pas avoir peur, qu'elle sera ton amie si tu le veux, que vous serez tendre et qu'elle a envie que tu l'embrasses. Son regard si proche du tien, ta carcasse cesse de frissonner. Philomène sourit d'un sourire si clair qu'on dirait un soleil. Tu ne peux rien imaginer de plus beau. Elle dit que tu es jeune et bien fait. De cette façon simple, personne ne te l'a jamais dit. Et plus tard, te le remémorant, tu te souviendras de l'émotion qui t'a saisi comme d'une impression de couleur fondue dans l'huile. Un arc-en-ciel de pigments baigné dans un soleil. Dès ce moment s'annule toute différence et tu regardes cette sœur comme ta semblable en réprobation, ta jumelle muselée à qui tu pourras tout confier, tout demander et tout offrir. Tu es superbe, lui dis-tu alors sans un bredouille. Pour moi, c'est l'élément déclencheur, cette rencontre avec Philomène qui va faire passer Sam de son monde de silence à un monde dans lequel il va communiquer un peu plus avec C'est même mieux parce qu'il arrive à parler sans bégayer, sans bramer ou avoir des hoquets parce qu'il est tombé amoureux, je crois. J'aimerais dire aussi que l'intervention de personnes parlant espagnol est liée à la trajectoire de Sam dans le roman, parce que Sam vit à peu près tout de la même façon, naturelle et amorale,
mais il est accompagné par des séries de calculs des autres personnes en rapport avec la propriété ou non de domaines, soit en Suisse, soit en Amérique du Sud. Et un des calculs est celui de la production d'héritiers, d'oirs, dans le cadre du maintien des domaines dans les familles. Et il est utilisé comme étalon reproducteur à un moment donné. Ça marche plus ou moins bien, mais ça l'amènera à devoir se déplacer et entreprendre des voyages. Et ça a toutes les conséquences. Et une des conséquences, c'est que c'est la première fois qu'il rencontre une femme. Il a eu d'autres expériences plus difficiles. Et c'est la première fois qu'il rencontre une femme qui est peut-être un peu plus âgée que lui, mais pas de beaucoup. Et où il y a une découverte de la douceur qu'il y a à être aimé et à aimer, et qui fait qu'il reçoit ça comme un cadeau, une confirmation qui le sécurise et qui l'amène à pouvoir parler sans trop bégayer. Dès que la situation se complique, le bégaiement reviendra, les difficultés à s'exprimer reviendront. Mais là, en l'occurrence, il est au paradis et donc il peut parler doucement. C'est probablement susurré, mais il peut parler. Et après cette expérience unique, il se demandera s'il est bien, s'il est guéri. Est-ce qu'on va continuer à s'occuper de lui comme on s'occupait de lui quand il était idiot? Ce sera une grosse inquiétude. Parce qu'en fait, il ne s'explique pas les raisons qui font qu'il est dans cette difficulté, comme en général les enfants atteints de cette pathologie.